c'est important parce que, je vous dis, il faut savoir que quand on traite de l'infertilité, notamment au Maghreb, vous avez d'un côté les gynécologues, les docteurs, les médecins qui vont traiter plutôt une femme, un homme ou un couple, mais effectivement, aujourd'hui, la santé de la femme en matière de reproduction, c'est aussi la santé de ses gamètes. La santé de ses gamètes, c'est l'ovule, le spermatozoïde et finalement l'embryon que l'on générerait dans nos centres de fécondation in vitro pour eh bien, améliorer leur potentiel implantatoire. Vous m'entendez bien, hein? Donc, quand on traite... Oui, très bien. Allô? Très bien. ده هبقى plein écran. Du coup, quand on est dans le traitement de l'infertilité, on dit quand même, il faut bien le reconnaître, quand on traite de fécondation in vitro notamment, que la cellule majeure, la cellule qui passe finalement le succès, serait plus l'œuf que le spermatozoïde, qui est un peu un parabole, pauvre parce que finalement, soit on a assez et puis on ne s'en intéresse pas, soit on a peu, mais on sait faire de la micro-injection, de la fécondation in vitro, quelque part, sa part a été laissée un tout petit peu de côté au profit de l'ovocyte qui, effectivement, participe pour à peu près 80% dans la réalisation des succès de la fécondation in vitro. Donc, en réalité, on peut traiter l'embryon dans un laboratoire de fibres et gérer, un bon laboratoire de fibres et gérer par la qualité du centre d'assistance médicale à la procréation la santé de l'embryon. On peut, par contre, aujourd'hui aussi, traiter et la santé de l'œuf, soit dans les conditions in vivo, c'est-à-dire la femme porte ses ovules, on lui donne un traitement et ça traitera potentiellement ses ovules in vivo, soit on peut traiter in vitro, c'est un gamète, sperme comme ovocyte, on y viendra. Alors, en réalité, il faut comprendre qu'en matière d'infertilité, en tout cas de physiologie masculine, pour comprendre un tout petit peu le désordre masculin, il faut comprendre déjà ce qu'est l'andrologie, la science de l'homme. Aujourd'hui, la physiologie, c'est d'avoir une puberté fétale comme une espèce d'imprégnation en testostérone fétale qui va faire maturer, viriliser les gamètes pour augmenter un fœtus vers le sexe, notamment masculin. Tous les désordres fétaux seront plutôt d'ordre génétique ou congénitaux liés à des défauts plutôt endocriniens. L'enfant naît et de sexe masculin, vous le savez, se passe une deuxième virilisation ou acquisition des organes sexuels, enfin des caractères sexuels secondaires qui sont liés à une hormone, la testostérone. La testostérone est responsable de l'ensemble de la maturation hormonale des spermatozoïdes. Du coup, quand vous avez un homme et que vous traitez un couple, il est assez clair que vous avez un examen clinique qui orientera potentiellement le désordre vers le désordre masculin, la notion d'infertilité de couple, qui seront liés aux effets que vous devez connaître physiologiques de la testostérone, qui seront non seulement évidemment la trophicité des organes génitaux, le volume des testicules, le volume et la taille de la verge, mais également des choses que l'on voit plus facilement, que sont l'organisme, à savoir la masse musculaire et la virilisation par le poil. Un homme qui a beaucoup de muscles et qui a beaucoup de poils a un taux fort en testostérone, et celui qui est plutôt gras, pas de muscles et qui aurait finalement un hypoandrisme, se raserait très faiblement, serait atteint d'une hypotestostéronémie, donc probablement d'une atteinte de sa virilisation. Alors, vous savez, comme pour l'ovaire, qu'il y a un lien étroit entre les gonades, c'est la même théorie pour l'ovaire, pour les testicules, entre le testicule et l'axe gonadotrope qui est réalisé de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus relâche
largue de la GNRH de façon pulsée, qui est à l'occasion, qui va être source d'une synthèse de FSH et de LH. La FSH s'adresse directement à la cellule de sertoli, qui est une cellule qu'il faut intégrer, même si c'est une cellule somatique et un épithélium cellulifère dans le testicule, qui a une importance capitale, car c'est elle qui organise dans la spermatogénèse la barrière hématotesticulaire et qui permet, par des contraintes physiques, biophysiques, la spermatogénèse. Si vous avez un désordre sertolien, vous n'aurez pas une belle spermatogénèse, et tout cela est orchestré par la FSH et la santé de la cellule de Sertoli. C'est une cellule que vous connaissez, une hormone que vous connaissez, qui est l'unibine. Donc, quand on a une unibine émouffée, on a une santé sertolienne qui est importante. À l'inverse, la LH, va s'adresser directement à une deuxième cellule importante somatique, qui est la cellule de Leydig dans le testicule, qui synthétise la testostérone. Donc, c'est un peu la théorie bicellulaire de la cellule de la tech et de la cellule de la granulosa dans l'ovaire. Vous avez deux cellules d'importance somatique, que sont la cellule de Sertoli et la cellule de Leydig. Cellule de Leydig, c'est la testostérone, sous un rétrocontrôle négatif par la LH. Et pour la FSH, vous avez une trophicité de la cellule de Sertoli qui va être rétrocontrôlée notamment par le l'inhibine B. Donc en gros, si vous avez une insuffisance testiculaire, c'est simple. L'axe gonadotrope essaie de compenser un défaut de fonctionnement intratesticulaire, donc une usine qui ne fonctionne pas bien, et vous aurez un peu comme dans une insuffisance gonadotrope féminine, vous aurez chez l'homme une augmentation de la FSH et une diminution de l'inhibine B, notamment si c'est un processus intratesticulaire. Alors, quand on regarde un couple infertile que l'on a au cabinet du gynécologue, il faut aussi savoir que l'homme n'est pas en reste de la raison pour laquelle vous traitez une infertilité. Je vais passer sur ces aspects épidémiologiques, mais sachez quand même que quand un couple, et de plus en plus de couples consultent pour infertilité, arrive dans votre cabinet, dans un tiers des cas, ce sera une raison purement féminine. Dans un tiers des autres cas, ce sera une cause strictement masculine. Et dans un autre tiers des cas, vous aurez une cause mixte avec homme plus femme. Donc, globalement, vous pouvez envisager que 50% des infertilités de couple sont liées à l'homme. Donc, vous voyez que c'est un parent pauvre, mais qui ne devrait pas l'être et qui doit absolument être pris en compte dans la prise en charge. Évidemment, il ne suffit pas de mal ovuler pour être certain que l'homme va bien, puisque je vous ai dit qu'un tiers des cas sont mixtes, et le nombre de cas qui sont traités au cabinet du gynécologue parce qu'une femme ovule mal, dans le contexte où on pense qu'on a trouvé la vraie raison ou la raison principale de la fertilité, vous faites des stimulations simples chez une femme, par exemple SOPK, ça ne marche pas, elle prend 2 ans, 3 ans de plus, elle arrive à 40 ans, vous feriez un premier spermogramme, vous pourriez découvrir une nasospermie, sauf qu'à 40 ans, une crypto ou une OAT, il serait probablement trop tard. Alors, finalement, comment diagnostiquer un homme et quel est finalement, quand un couple vous êtes adressé avec une infertilité, quels sont les examens de première intention à faire? C'est le spermogramme, donc l'analyse des valeurs spermatiques. C'est l'interrogatoire pour savoir quels sont les us et coutumes de chacun des membres du couple. Et c'est l'examen clinique, puisqu'on a dit à l'instant que le simple fait de l'aspect masculin notamment, eh bien, renseigne sur l'origine de l'infertilité. Alors, les normes, puisqu'il y a des normes qui ont été faites pour le spermogramme, elles sont édictées par l'Organisation mondiale de la santé, qui de plus en plus se veut ultra spécialisée et extrêmement standardisée dans sa méthode de description de la norme. C'est une analyse descriptive qui consiste à avoir pris pour les normes de 2010 à peu près 1500 hommes de plein de continents
qui venaient d'avoir un enfant dans les 12 mois et pour lesquels le 5e percentile a été au-dessus duquel a été observé les valeurs spermatiques ont été considérées comme normales. Supposons que quand on est inférieur au 5e percentile d'une population d'hommes ayant un sperme normal, on a un risque fort d'être hypofertile. Donc vous voyez ici les normes. Le 5e percentile, c'est 1,5 millilitres, 15 millions de spermatozoïdes par millilitre, 39 de millions dans l'éjaculat, 40% de mobilité, 32 de mobilité progressive, 4% de formes typiques par les critères stricts et 58% de vitalité. Cette norme a été revue en 2021. Vous avez ici les différences qui sont à peu près sensiblement les mêmes pour ce qui concerne la valeur des paramètres spermatiques normaux. La seule différence pour la petite histoire, c'est qu'on est passé d'un échantillon de 2000 hommes à 3600 hommes ayant établi ce 5e percentile. La méthode n'a pas changé et pour le coup, ils sont passés de 8 pays à 13 pays issus de plus de continents. Bon, cela leur permet de dire qu'ils ont une force plus importante pour le diagnostic d'une infertilité par rapport à cette norme spermatique. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de comment on qualifie une valeur spermatique, mais vous avez ici les différentes appellations d'une anomalie spermatique qui vont de l'aspermie quand on n'a pas de volume, quand on a un orgasme sec, grand saignant, et pas du tout une azoospermie, qui peut être un volume normal d'ailleurs, où on parlera d'absence de spermatozoïdes. Donc vous avez ici l'ensemble des noms de ces valeurs spermatiques pathologiques. Alors, lorsque l'on fait de la spermologie, il est très important de comprendre que la valeur d'un sperme, c'est l'humeur d'un jour. Et qu'en plus, il peut y avoir des variations qui sont liées finalement non seulement à l'humeur de ce jour dont on parle, puisqu'il existe des variations au sein d'un même individu d'un éjaculat à l'autre, mais également que c'est un examen qui est proactif pour l'homme, personne ne l'accompagne, ce n'est pas un prélèvement sanguin, et que mettre dans une fiole de recueil l'éjaculation par ailleurs saccadée permettant de recueillir le sperme conduit parfois à une non-complétude de l'examen qui, à lui seul, finalement, ou à elle seule, explique l'anomalie spermatique, puisque les fractions d'éjaculat ne sont pas égales par ailleurs en richesse spermatique, la première étant la plus concentrée en spermatozoïdes. Donc, lorsque l'on a un examen pathologique, il faudra toujours, le message est fait clos, le contrôler sur un deuxième éjaculat après que vous ayez interrogé un homme sur justement la complétude de son analyse de sperme, mais également notamment de ce qui s'est passé dans les 3 mois qui précèdent. Vous savez que la spermatogénèse, c'est un cycle complet de 72 jours et que tous les 72 jours, vous avez une nouvelle vague de spermatozoïdes qui est synthétisée, ce qui explique qu'il faille contrôler 3 mois après, si jamais vous aviez un événement intercurrent de ce spermogramme qui pourrait expliquer une valeur pathologique, comme une fièvre par exemple, ou comme la prise d'un médicament, puisque vous savez que 3 mois après, vous devriez récupérer si le toxique concerné était responsable des valeurs normales. Alors, l'examen clinique, c'est important. L'examen du contenu scrotal, il n'a pas besoin d'être urologue pour pouvoir faire un examen du contenu scrotal. Vous avez accès aux gonades, vous avez accès au volume, à la consistance. Vous pouvez diagnostiquer les kystes extratesticulaires. Vous avez accès aux épididymes. Vous pouvez mesurer et palper des nodules épididymaires ou des kystes épididymaires. Vous avez accès à la veine spermatique qui vous permet par la méthode de Valsalva avec expiration bloquée, forcée, d'avoir accès au reflux potentiel et donc au varicocèle, et vous avez accès au déférent, la corde de piano que vous sentez dans le plexus papilliforme. Donc vous avez, par l'examen clinique, un examen d'orientation qui est systématiquement, qui renseignera énormément sur une anomalie spermatique qui vous serait confiée. Donc, pas besoin de faire des échographies à tout le monde.
vous orientez la demande de l'échographie génitale testiculaire par votre examen clinique. Donc, quand on parlait d'interrogatoire, vous avez à l'interrogatoire des symptômes qui sont racontés par le patient, s'il est dans l'intimité, dans la confiance, de son déficit androgénique que vous voyez ici. C'est la baisse de libido, c'est les troubles de l'érection, de l'éjaculation, et c'est surtout ces réductions de pilosité, de masse musculaire dont on a parlé. Donc, encore une fois, interrogatoire. Alors, quel est le bilan de deuxième intention si le spermogramme est anormal? Je vous l'ai dit, la première chose à faire, c'est toujours un deuxième spermogramme. À 3 mois, s'il y avait un événement intercurrent. Un bilan hormonal qui ne se prescrit finalement que dans certains cas on va voir. Un test de migration sur vie qui cherche à savoir combien de spermatozoïdes on peut récupérer. Parfois, mais pas toujours, une recherche de spermatozoïdes dans les urines. Le bilan d'imagerie orienté par votre examen clinique. Et on le verra, le bilan génétique. Alors, je vous montre cette photo juste pour vous montrer pourquoi le spermogramme, ou les valeurs d'un spermogramme, c'est l'humeur d'un jour. Cet homme-là, ce que vous voyez sur cette courbe, c'est un spermogramme réalisé tous les 3 jours pendant 120 semaines par le même homme, qui avait 8 enfants. Donc vous voyez qu'il a une valeur de base qui est strictement normale, mais que vous voyez sur ces 120 semaines différents points de spermogramme qui auraient été considérés comme fortement pathologiques, avec des OAT extrêmement sévères, et qui, si vous vous étiez arrêté là, vous aurez conduit à traiter ou à surmédicaliser un homme qui n'en avait absolument pas besoin. Donc, toujours contrôler un spermogramme pathologique. Alors, l'exploration de la spermatogénèse, 2 hormones clés, vous avez compris, la cellule de Sertoli et la cellule de Leydig. Vous avez l'AFSH et l'inhibine B pour la spermatogénèse, et vous avez les hormones comme la testostérone ou autres pour l'exploration de la fonction endocrine. Donc, la testostérone est une hormone, du testicule. Lorsque vous avez une atteinte testiculaire, vous avez une diminution fatalement de la rémunération. Vous avez une diminution de la fonction exocrine de synthèse du spermatozoïde. Ça se traduit par un signal par la cellule de Sertoli au cerveau qui envoie de la FSH en général pour essayer de donner du carburant, mais ça se traduit par une insuffisance testiculaire de nombre. Seule la diminution du nombre de spermatozoïdes doit être associée à un bilan hormonal. Il n'y a pas besoin de faire de dosage hormonaux chez un homme qui aurait une concentration normale, mais une nécrose ou spermie ou une diminution de la mobilité des spermatozoïdes. Retenez que le bilan hormonal, c'est quand vous avez une diminution franche du nombre de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Alors, le test de démigration sur vie, c'est un test de seconde intention. Vous avez une anomalie masculine, ou vous avez trouvé une anomalie féminine qui relève de la FIV. Vous allez traiter par des gradients de densité plus centrifugation en règle générale la valeur, le complet d'un spermogramme, un recueil spermatique, qui va vous conduire à récupérer, un peu comme si on mimait le filtre du canal cervical qui retiendrait finalement les spermatozoïdes les plus pathologiques. Vous avez et vous récupérez un certain nombre de spermatozoïdes après gradient lavage qui vont, en fonction de ce nombre, vous indiquer quelle est la technique d'assistance médicale à la procréation que vous pourriez réaliser, et notamment, vous avez ici ce qui est écrit dans la réglementation française, c'est à peu près moins d'1 million, c'est de la micro-injection, entre 1 et 2 millions, c'est une zone floue, vous pouvez faire de la FIV et une insémination. Alors, la recherche de spermatozoïdes dans les urines, elle répond là encore une fois à un cas tout à fait clair. Vous avez un homme qui arrive, qui est parfois diabétique, parfois pas, et qui vous décrit une éjaculation avec une hypospermie, voire des orgasmes secs avec une aspermie. Pour autant, il vous raconte qu'il a une sensation de plaisir liée à sa masturbation ou à son rapport. Du coup, vous devez absolument, évidemment, rechercher les éjaculations à rétrograde, parfois en remplissant la vessie, en demandant à un homme d'avoir un recueil station de boue
vessie pleine, vous allez appuyer sur le sphincter du carrefour vésico-urétéral et vous allez pouvoir récupérer une éjaculation antégrade, vous permettant de vous éviter d'utiliser du sperme, spermatozoïdes dans les urines, qui répondent à une difficulté qui est le problème de l'acidité de l'urine. Donc, quand vous voulez vérifier qu'il y a une éjaculation rétrograde, vous n'avez pas besoin d'alcaliniser les urines. Par contre, lorsque vous avez besoin de récupérer ces spermatozoïdes pour en faire quelque chose, pour en faire de l'assistance médicale à la procréation, alors il faudra utiliser une alcalinisation des urines. C'est assez simple, vous lui donnez une eau salée, type, chez nous c'est Vichy Célestin qui est la plus riche en sodium, et une cuillère à soupe chaque fois, le soir et le matin, avant cette récupération de spermatozoïdes, de sperme urinaire, de bicarbonate de soude. Alors, je passe sur l'intérêt de la biochimie séminale. Chaque facteur des glandes annexes a des marqueurs biochimiques propres. C'est un examen qui est très artisanal et qui aujourd'hui ne sert pas à grand-chose. Donc oubliez peut-être cette biochimie séminale qui finalement n'apporte que peu de choses par rapport notamment à un examen clinique. Alors, quelles sont les causes de ces anomalies de la spermatogénèse? La première des causes, c'est les causes mécaniques. Vous avez les causes anatomiques, pardon. Bon, je travaille au Maghreb, enfin surtout au Maroc, et je sais, pour voir des hommes à plus de 30 ans arriver avec des cryptorchidis, qui n'ont ni été diagnostiqués dans le système scolaire, comme c'est le cas en France par des médecins scolaires, soit qui n'ont jamais dit et qui se retrouvent évidemment avec des testicules soit intra-abdominaux, soit dans les canaux, enfin dans les intracanaculaires, mais pas dans les bourses, et vous vous retrouvez effectivement avec testicules ou deux qui ont chauffé, et malheureusement, c'est pas par hasard que les testicules sont dans le scrotum. Il y a une température qui est nettement inférieure à la température corporelle, et donc quand vous chauffez un testicule, non seulement vous allez flinguer de façon irréversible potentiellement les structures testiculaires, et donc les gonies, les spermatogonies, mais en plus vous allez risquer d'intégrer ou d'impliquer un processus cancéreux. Les varicocèles, pour les causes mécaniques, je vous l'ai dit, c'est palpable. Hein. C'est une varice de la veine spermatique, souvent à gauche parce que c'est la veine la plus longue du corps humain, et cette varicocèle a comme conséquence soit d'impacter par ischémie, soit par température, à la fois sur la synthèse des spermatozoïdes, mais également sur la fonction endocrine à long terme, à savoir pourrait impliquer une baisse de la libido. Vous avez là deux voies d'abord pour les traiter, soit la chirurgie ciel ouvert à confier à un urologue, soit la sclérose par embolisation à confier à un radiologue interventionnel selon les besoins que vous avez, surtout les plateaux techniques dont vous disposez pour traiter de telles atteintes. Ça peut fonctionner, hein, et il n'est pas rare, d'ailleurs il est écrit qu'il y a un niveau de preuve 1 sur l'intérêt des traitements des varicocèles de haut grade, à la fois sur les chances de grossesse naturelle que sur les chances de grossesse post-AMP, ce qui signifie que vous augmentez également la qualité des gamètes obtenus post-sclérose ou traitement des varicocèles de haut grade. Les causes infectieuses, là aussi, ne sont pas à ignorer. Vous avez vous connaissez l'anatomie de l'appareil génital avec ses glandes annexes, prostate, vésicule séminale, testicule. Vous pouvez avoir des épididymites, des orchides, des prostatites, des urétrites. Vous pouvez boucher des canaux éjaculateurs, des épididymes. Vous pouvez avoir des infections intratesticulaires. Pas mal de bactéries ont été incriminées, mais l'infection génitale des glandes annexes répond à, et je vous invite à lire un papier de Geoffroy Robin et de Florence Bois-Patrel sur le sujet, qui vous disent à peu près quelle est la conduite à tenir, de quand traiter et par quoi. En général, on donne des trithérapies antibiotiques pendant 6 semaines parce que les atteintes des glandes annexes sont difficilement stérilisables à cause de cryptes prostatiques, notamment, qui sont difficilement accessibles aux antibiotiques.
Donc on donne souvent pendant longtemps des antibiotiques, mais également des anti-inflammatoires et des antioxydants, on y reviendra. Les causes endocriniennes dont on a parlé sont peanuts, hein, c'est à peu près 1% des atteintes de type azoospermique ou cryptozoospermique. Ces hypogonadismes dits hypogonadotropes, donc de cause centrale chez l'homme, sont accessibles à des traitements au long cours d'activité LH par de l'HCG et de l'activité FSH par des hormones de type ménopure pour la citer, qui elle-même contient de l'activité LH. Et le traitement est assez simple, vous donnez 2 fois par semaine de l'Envitrel ou bien de l'HCG urinaire si vous en avez à raison de 5000 unités à peu près par semaine, par injection, et vous donnez entre 225 et 150 unités 3 fois par semaine de cette activité LH-FSH hormonale par ménopure ou autre. Voici le traitement dont je parlais pour le traitement. Alors il ne faut pas hésiter à traiter pendant longtemps, voire jusqu'à 2 ans dans les causes qui sont vraiment inscrites et qui ne sont pas acquises. J'en profite aussi pour vous dire que lorsque vous interrogez un homme, attention à ceux qui prennent des stéroïdes anabolisants, comme de la testostérone pour prendre de la masse musculaire, puisqu'évidemment, cet excès de testostérone va créer un frein avec un rétro-contrôle négatif du fonctionnement de l'axe gonadotrope et va mettre les testicules au repos avec de l'azoospermie. Je vous raconte une histoire mammalienne où j'ai fait de la fibre, où un homme avait 11 enfants, il avait 4 femmes. À cette 4e femme qui voulait un dernier enfant, il n'y arrivait plus, il a demandé à avoir de la testostérone pour la booster, c'est un médecin gynécologue malien qui lui a donné. Évidemment, il était azoosperme, il suffisait qu'il arrête son ordre tardive, en tout cas sa testostérone, pour pouvoir résurger une spermatogénèse normale et de fait avoir une amélioration de sa qualité spermatique. Plein de médicaments sont responsables d'atteintes spermatiques. Vous avez un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle le CRAT, qui est accessible au grand public et aux docteurs, sur lequel vous allez pouvoir préjuger notamment également de l'exposition paternelle aux médicaments atteignant la spermatogénèse. Exemple, une crise de goutte, on prend du Colchimax, les hommes, c'est un poison du fuseau, oui, mais aussi de la cellule sertolienne, qui va être complètement désorganisée. Et pour le coup, vous arrêtez le Colchimax, et 3 mois après, vous passez d'une azoospermie à une normalisation du spermatozoïde, du spermogramme. Bon, les causes chirurgicales, évidemment, on peut avoir des plaies séminales, il y a des atteintes épididémo-testiculaires qui vont conduire par chirurgie, des chirurgies hernie-inguinales, qui vont créer des plaies, des canaux, des glandes annexes, et pour le coup, créer de façon iatrogène une azoospermie post-chirurgicale. On passe à des éléments qui concernent plus le sujet, du laboratoire d'Ensmore, que sont les causes environnementales. Vous savez tous qu'il y a des atteintes, clairement un changement, un déclin de la fertilité qui est sûrement lié aux causes environnementales avec la pollution, l'exposition professionnelle ou pas, à un environnement qui serait délétère pour la santé globale des gamètes. Les CEPOS, les banques de sperme françaises, mais c'est mondial, y compris en Afrique, vous disent que les donneurs de sperme, qui sont donc les donneurs fertiles, ont diminué leur concentration spermatique en 50 ans, en passant de 60 millions par millilitre à 30 millions. Et vous voyez qu'il y a un déclin fort de la spermatogénèse, très probablement lié à la santé de ces gamètes qui devient déficitaire. Alors, beaucoup d'éléments toxiques sont connus, mais la réalité, c'est qu'on peut difficilement se passer d'un traitement de chimio-radiothérapie quand on a besoin, et peut-être qu'on passe dans la phase de préservation de fertilité, qu'elle soit féminine ou masculine, mais le mode de vie qui correspond aux causes environnementales sont des choses sur lesquelles on peut agir. Évidemment que quand vous avez des grands fumeurs alcoolo-tabagiques qui prennent des saunas qui sont trop gros, etc., vous pouvez améliorer les conditions environnementales, puisque tous ces facteurs-là sont une cause de détérioration de la qualité et de la quantité spermatique. Donc, supprimer l'éviction, en fait,
du toxique connu est la première chose à faire. Après, si vous regardez ce qui peut agresser comment dire, alors là je vous ai mis l'ovocyte, je vais peut-être enlever celui-là, vous avez en fait différentes causes, énormément de causes d'agression des spermatozoïdes au sein de son testicule, que sont tout ce qu'on vient de dire, à savoir le tabac, l'alcool, les polluants, les radiations, le soleil, les pathologies intercurrentes comme le cancer, le diabète, les infections, tout ce que vous voulez, toute maladie est une source de stress oxydatif pour l'appareil reproducteur masculin, mais je pourrais étendre à l'appareil reproducteur féminin. De fait, vous avez une action négative, un impact délétère sur notamment les capacités de défense de ces gamètes, un spermatozoïde ovule, ou bien, et en plus, et parfois, confinant également à la fragmentation de l'ADN. Du coup, utiliser ce qu'on appelle des nutricaments qui pourraient participer à la santé reproductive des gamètes, hommes et femmes, est important parce que cela permet à la fois, combiné à une éviction des toxiques, mais on ne peut pas supprimer le monde dans lequel on vit et quelque part augmenter ses défenses par rapport à une agression externe à laquelle les gamètes sont soumis, eh bien, devient quelque chose qui aura comme impact une possible amélioration de la santé énergétique. Une cellule, la reproduction est quelque chose de très énergifage, voilà, consomme énormément d'énergie, et tout ce qui est le système énergétique des gamètes se doit d'être protégé, et ces traitements pourraient, et c'est un premier mode d'action, améliorer les capacités énergétiques des spermatozoïdes ou de l'ovule sur les œufs. Ça réduirait l'impact du stress oxydatif, puisqu'il y a beaucoup de capacités antioxydantes dans ces traitements potentiels, l'inflammation et la stabilité de l'ADN. Alors, tout ce que vous voyez ici sont des composants potentiels qui ont fait et qui sont finalement des métabolites associés dans le système énergétique d'une cellule en reproduction et évidemment donc des cellules germinales. Et vous trouverez évidemment, si vous regardez la composition de ces nutricaments, comme par hasard, beaucoup de zinc, de sélénium, d'acétylcoenzyme A, de vitamines B, C, D, etc., et j'en passe. Mais cela évidemment a du sens puisque pour le coup, eh bien, cela participe à une amélioration substantielle des défenses contre le stress oxydatif. Alors, la question finalement pour un médecin que vous êtes et que je suis, c'est, mais ok, très bien, mais je le donne à qui, Est-ce qu'il y a déjà un champ sur lequel on doit le donner? Alors, ça, je vous l'ai dit parce que nous, qui faisons de la FIV, on a un peu une vision déformée de la vie quotidienne. On ne traite pas un homme et une femme en première intention qui pourraient être infertiles en leur donnant pendant un an des traitements antioxydants, et on a peut-être tort, mais souvent on est associé à cela une volonté thérapeutique comme la FIV et l'ICSI, et quelque part, nous, dans nos laboratoires de fécondation in vitro, la fragmentation de l'ADN spermatique est quelque chose que l'on teste dans le bilan masculin pour vérifier justement la santé reproductive et notamment masculine. On ne sait pas mesurer la fragmentation de l'ovocyte, bien évidemment. Ce que vous montre cette étude, c'est qu'en réalité, globalement, il y a un lien entre le niveau de fragmentation spermatique et l'issue reproductive, qu'elle soit biologique, le nombre d'embryons, le taux de fécondation ou clinique, le taux d'enfants nés. Mais que lorsque vous dichotomisez le partenaire féminin de l'homme qui porterait une fragmentation élevée, bien vous vous rendez compte que la femme, et donc l'ovocyte, a une part protectrice pour le spermatozoïde que vous allez utiliser, notamment fragmenté, que plus une femme est jeune, plus ses capacités de réparer un ADN spermatique élevé, atteint, eh bien, est bonne. Et donc, cela vous fait penser que déjà une première indication potentielle qu'on pourrait avoir ou donner à un traitement de l'homme, voire de la femme, lorsqu'on est dans un laboratoire de fécondation in vitro, c'est quand la femme est âgée, puisqu'elle a perdu les capacités de réparation, donné
des antioxydants à l'homme et à la femme, soit on peut arrêter la fragmentation par ces traitements. Ce n'est pas une étude unique, et surtout, c'est dans des études qui sont, j'allais dire, avec des niveaux de code relativement importants, puisqu'elles sont acceptées dans des journaux comme Fertility et Sterility, où vous voyez exactement la même chose. Vous regardez une femme de 40 ans, où vous séparez les ICSI qui ont été faites avec des spermes qui étaient fragmentés ou pas, au seuil de 30%, eh bien vous nous apercevez, la seule différence que vous avez, l'amélioration par j'allais dire, les diminutions par l'impact de la fragmentation, d'une telle fragmentation, c'est quand la femme est âgée. Donc, attention, femme âgée, traitez l'homme s'il a un sperme fragmenté par les nutricaments. Et quelque part, l'accès à ces traitements, comment dire, c'est pas pour 3 personnes. Quand vous regardez là une publication qui a été faite par des Brésiliens sur leur population de prise en charge infertile, vous voyez que vous avez quand même 53% dans une année d'exercice dans ce genre de centre d'hommes qui ont plus de 20% pardon, de fragmentation d'ADN. Donc vous voyez que ce n'est pas rien, la fragmentation de l'ADN spermatique dans les bilans d'infertilité. Et donc, le traitement de l'homme sur le point de vue spermatique et la santé reproductive du spermatozoïde, elle est à ces niveaux-là. C'est-à-dire que si vous avez un défaut hormonal de diminution de testostérone et une diminution de fonctionnement testiculaire dans les données des hormones, si vous avez une infection des antibiotiques, si vous avez de la fragmentation, des antioxydants choisis pour justement une efficacité sur l'amélioration éventuelle en trouvant la bonne indication de traitement. Alors finalement, est-ce que ça marche, ces antioxydants, quand on les donne, que ce soit d'ailleurs à l'homme ou à la femme? Là, je vous ai mis 2 méta-analyses, c'est que les méta-analyses, c'est en fait le regroupement de tous les papiers qui auraient traité de l'utilisation ou des antioxydants individuellement ou collectivement par un mix, et qui vous disent après si ça améliore ou pas l'issue clinique. Et vous avez ces 2 papiers qui sont publiés à la fois pour l'homme et l'infertilité de l'homme et de la femme. Et vous voyez ici, à la fin de cette dia, que si on regarde globalement, non pas individuellement, les composés dont je vous ai dit que certains avaient une action comme la vitamine D, comme la coenzyme Q10, comme la mélatonine, comme le zinc, comme le sélénium, comme ce que vous voulez, vous avez globalement, quand vous réunissez toutes ces études qui ont traité individuellement ou par un mix d'antioxydants, un effet qui a été réputé en faveur de l'utilisation de l'antioxydant pour, contre placebo, améliorer le taux de naissance, qui était un taux de naissance qui était observé après suivi, que ce soit une grossesse obtenue naturellement ou bien après assistance médicale à la procréation. Et c'est un peu le défaut aujourd'hui de la prescription, c'est-à-dire qu'il y a, si vous savez lire une méta-analyse, vous avez aussi, c'est un peu caché, mais vous avez ici un truc qui s'appelle Test for Overall Effect Z. Ce test nous montre l'hétérogénéité des études quand il est hautement significatif. Et vous voyez que le petit p est à 0,005. Ça veut dire que globalement, quand vous faites ce type de méta-analyse, les sujets ne sont pas comparables. C'est un peu Dixie pour certains, c'est de la grossesse naturelle suivie pour d'autres. Quelque part, on ne sait pas si c'est comparable. Ça a un côté population hétérogène et on ne sait pas à qui bénéficie, malgré le fait qu'on dise que cela bénéficie. Et aujourd'hui, tout le travail de cette affaire sera de trouver le champ de l'indication potentielle de ces antioxydants, quels qu'ils soient. Là, vous avez, chez le pendant femme, lorsque vous traitez une femme, c'est le même type d'étude. Vous voyez que contre les femmes qui auraient été traitées versus pas traitées, vous avez une amélioration significative en faveur des antioxydants. Mais là encore, toutes ces études ont
un test d'hétérogénéité extrêmement significatif, ce qui fait qu'encore une fois, les populations incluses ne sont pas comparables. Parce que si on regarde finalement ce que l'on trouve comme papier, vous en trouverez plein des papiers comme ça. Moi j'ai essayé de faire une petite biblio pour voir où on en était dans cette affaire. Ben, vous donnez un antioxydant, un mix d'antioxydants qui contient beaucoup de ce qui a fait sa preuve pour améliorer le potentiel de protection anti-oxydation des spermes, ben, vous allez trouver voilà, le bioinositol, l'acide, enfin les oméga 3, les acides foliques, le coenzyme Q10, les séléniums, tout ça. Ben, vous allez trouver des gens qui vont vous dire, dans une population, là, il y avait 77 cas de patients qui avaient bénéficié d'une première tentative d'ICSI qui n'avait pas marché avec des taux de fécondation bas. Ils ont comparé à la fois la qualité du sperme après 3 mois de traitement et ont montré une amélioration significative des paramètres spermatiques. C'est-à-dire que chez un homme qui avait une OAT modérée, vous améliorez tout par ce cocktail antioxydant, et vous amélioriez, puisque le sujet était j'améliore un sperme que j'avais injecté avant et qui n'était pas sain, je l'assaini par un traitement et je montre que par rapport à la tentative d'avant, dont on sait qu'elle n'avait pas marché, j'améliorais tout, du taux de fécondation au taux d'obtention des bons blastocystes. Et donc, quelque part, c'est un peu ça qui nous manque aujourd'hui, c'est une étude prospective randomisée ou avec un sperme fragmenté ou pas. Je tire au sort l'homme qui subirait ou qui recevrait tel ou tel traitement pour vérifier son efficacité ou pas. Donc il y a quelque chose, il y a une efficacité. Il faut faire attention à qui on le donnerait, mais il y a quelque chose qui se passe. Alors pour ceux qui seraient intéressés pour le versant féminin à l'intérêt de l'ensemble des traitements de type antioxydant, je vous invite à lire le papier de ce monsieur qui vous dit qu'aujourd'hui il est un peu prématuré pour dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas, mais pour autant a fait une étude systématique de la littérature qui reprend chez la femme seulement l'ensemble des traitements qui sont supposés agir. Et je laisserai mes camarades de Densmore vous expliquer comment cela marche. Et tout cela a du sens. Quand on dit qu'on vous met du zinc dans une formulation, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, on sait que le zinc a comme effet une diminution par sa capacité à se fixer sur les enzymes du métabolisme et de la chaîne respiratoire, à diminuer les dérivés oxygénés qui sont des oxydants naturels. Et pour le coup, lorsque vous diminuez ces ROS, ces dérivés oxygénés, vous allez diminuer les dommages spermatiques et ou d'ailleurs féminins. Vous allez, pour le coup, avoir une action sur une amélioration de l'activité transcriptionnelle des gènes du développement que sont par exemple OCT4, SOX2 ou NanoG, et vous allez avoir une amélioration du développement in vitro, ou in vivo d'ailleurs, potentiel, des embryons jusqu'au stade blastocyste. Je pourrais vous le citer aussi pour le coenzyme Q10, qui est un cofacteur de la chaîne respiratoire et qui a comme vocation justement à détoxifier pour permettre à une mitochondrie, et je vous ai dit que la consommation d'énergie est très importante dans le développement embryonnaire. Donc vous avez ici justement le substratum de l'utilisation de ces coenzymes Q10 par exemple, qui serait de dire, ben voilà, puisque je vais permettre à une chaîne respiratoire de former plus d'ATP, plus d'énergie est disponible pour le développement d'une embryon. Et d'ailleurs, ça nous n'arrivons pas seulement à donner in vivo des nutriments, des médicaments à un couple, mais ça donne aussi la possibilité à un milieu de culture, ou en tout cas une gestion in vitro des gamètes, potentiellement les protéger par l'ajout d'antioxydants. Ce n'est pas le sujet du jour, mais sachez qu'il y a toute une littérature sur l'amélioration des conditions de culture. Du coup, ce monsieur qui a fait sa revue a parlé du coenzyme Q10. Je laisserai les diapos pour que vous puissiez vous procurer les papiers, mais quand vous regardez cette étude systématique, vous voyez le niveau de qualité d'études qui sont appliquées. Vous avez à chaque fois listé l'élément qui est étudié. Vous avez ici les bénéfices qui sont plus ou moins apportés par les résultats de ces études sur différents points. Alors c'est intéressant pour vous parce que ça vous donne un peu les modalités de prescription et surtout les points qui sont associés à une amélioration potentielle. Pour le coenzyme Q10, vous avez un peu plus que de moins. Pour la myoinositol qui a fait, alors là pour le coup l'objet de beaucoup d'études, le myoinositol c'est l'amélioration
de l'insulinorésistance, mais aussi une consommation de sucre et donc l'amélioration du métabolisme énergétique qui est plus importante. Vous avez plutôt une faveur en fonction de l'utilisation du myoinositol, qui est dans la formulation des Diabetics par exemple. La mélatonine, qui est aujourd'hui un sujet très prolixe, qui est très étudié et qui semble avoir vraiment un intérêt dans l'amélioration. La vitamine D, qui parce qu'elle participe au métabolisme hormonal, pourrait améliorer à la fois la santé des ovocytes, mais également l'endomètre qui est associé à la progestérone. Progestérone et imprégnation progestative qui est elle-même liée au cholécalciferol dont la source est la vitamine D. Et vous voyez ici la DHEA notamment, qui est un métabolite androgénique, où là aussi vous pourriez avoir des éléments qui seraient vraiment en faveur. La littérature pousse vers une amélioration significative de ces nutriments dans la santé reproductive des gamètes hommes ou femmes. Un exemple pour la vitamine D, j'ai trouvé cette étude sympa parce qu'elle vous permet de vous dire à quel niveau cela marche. Vous dosez la vitamine D et vous avez deux types de catégories. Les femmes qui ont un déficit en vitamine D, puis les femmes qui n'en ont pas. Et il semblerait que supplémenter en vitamine D, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois avant un cycle de FIV, améliore tout. Comme je vous l'ai dit, par l'impact que cela a d'une diffusion, puisque c'est une diffusion passive, d'une compensation et ou d'une forme proactive, vous allez avoir un environnement folliculaire qui est augmenté en vitamine D et une amélioration des caractéristiques d'un cycle de stimulation ovarienne par une augmentation de la progestérone, mais dans un niveau qui n'est pas non plus ovulatoire, bien sûr, et une amélioration aussi de la prégnation au sein de l'environnement ovocytaire par une augmentation significative du niveau de vitamine D et à l'intérieur du follicule. Bon, les causes génétiques, parce que je vais laisser un peu de place à la discussion, on en est maintenant à déjà 1 heure. Sachez qu'évidemment il y a des causes génétiques, je reviens sur mon sujet de la gestion de l'homme, où il est important de faire le bilan que vous voyez ici, à savoir que quand on a un homme à zoosperme, on a 10% de ces hommes qui auront une anomalie du chromosome, du karyotype, qu'il faut savoir rechercher. Ça peut être des translocations ou ça peut être des Klinefelter. Cela, à chaque fois, doit vous permettre quand même de faire une exploration testiculaire, puisque dans 50% des cas, on retrouvera des spermatozoïdes dans le testicule après avoir fait cette chirurgie, y compris lorsqu'on a des petits testicules ou des FSH au plafond. La seule anomalie qui reste une contre-indication à la biopsie testiculaire étant une microdélétion, comme vous le savez, des régions AZF A et B, qui, là on le sait, sont associées soit à des Sertoli cells only, soit à des arrêts de maturation qui ne sont pas éligibles à l'obtention de gamètes qui soient potentiellement injectables. Donc voilà. Donc ici, je vous ai mis, pour ce qui est du côté masculin, mes conclusions. Très important de savoir faire de la clinique lorsqu'on traite de l'AMP, hommes et femmes, ne jamais oublier l'homme. Les examens de deuxième intention sont orientés par votre interrogatoire et votre examen et sont de l'imagerie, des dosages hormonaux et des examens spermatiques de seconde intention qui sont choisis par vous. Conduisant à un diagnostic qui vous permet d'établir une cause. Et quant aux traitements, ils peuvent être chirurgicaux pour aller recueillir des spermatozoïdes ou enlever un kyste. Ils peuvent être médicaux avec l'antibiotique. Et surtout, aujourd'hui, il y a vraiment un engouement, et nous prescrivons, un peu en deuxième intention, mais on a tort. Malheureusement, ces médicaments ne sont pas remboursés et pour le coup, la population que je traite à Jean-Verdier est une population relativement défavorisée, donc compliqué à traiter au long cours pendant au moins 3 mois pour les hommes notamment, mais il y a effectivement un engouement pour cette prescription qui, à mon avis, ne doit pas être systématique, mais il faut encore travailler pour trouver des études qui conduiront aux bonnes indications de leur utilisation. Je vous remercie et je suis ouvert à toutes vos questions.